Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine. J'espère que nous vous retrouvons en pleine forme. En tout cas, c'est notre souhait par ici. Pour vous, chers amis, comment créer une identité virtuelle et la sécuriser? Car des réseaux sociaux, c'est la thématique au cœur de coaching numérique de ce midi. Dans sa pause, nous nous intéressons au fruit corossol et à sa production. Notre débat se focalise sur les limites de la soumission dans le foyer. Mais avant de développer tout ceci, on se souvient encore de lui et aujourd'hui c'est la date de son décès, Stan Torrent. Cela fait déjà 5 ans qu'il nous a quittés et puisque ses œuvres demeurent, je vous propose de suivre ceci. Zemi Joe, Azemi Roux sont dead. Elles sont dead. Sont dead à l'Icaroué. Zemi Joe, Azemi Roux sont cool. Elles sont cool. Moi d'ici, bon, moi millionné. Wasomite. 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 Zemi Joe, Azemi Roux sont dead. Elles sont dead. Sont dead à l'Icaroué. Ça compte à 5 ans. Mototasi. Zemi Joe, Waimukwe. Kalabi. Kodome on Zemi Joe. Zemi Joe. Zemi Joe konwe. Zemi Joe. Stan Torrent, le roi du Chink System, il nous aura bercé avec ces belles mélodies, paix à l'âme de l'artiste. Donc, adieu l'artiste. On installe à présent coaching numérique. L'identité, ce caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité et donc sa singularité. Mais qu'en est-il donc de l'identité virtuelle? Comment la créer et surtout comment la sécuriser? Nous prenons en compte le cas des réseaux sociaux pour mieux vous expliquer ce qu'il en est ce midi. Ansbe Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Ça va, je vais. Alors, quand on parle d'identité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup Madame Rebecca. Alors aujourd'hui, on doit faire le rapprochement avec une personne physique. D'accord? Elle a une identité, elle a sa carte d'identité ou bien son passeport qui est unique. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut avoir une identité virtuelle, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, bien sûr Internet, vous avez un compte, d'accord, une identité à vous, mais de façon virtuelle. Mais justement, comment on se crée cette identité virtuelle sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Alors, je prends le cas de Facebook, d'accord. Lorsque vous voulez vous connecter pour la première fois sur la plateforme Facebook, vous allez remarquer qu'il y aura un formulaire. Et ce formulaire demande tout simplement votre nom, prénom, votre mail, d'accord. Et après cette étape, ça vous demande maintenant de mettre un identifiant et un mot de passe qui va vous permettre désormais de vous connecter avec ces paramètres de connexion via la plateforme Facebook. Donc voilà un peu le cas de Facebook. Et WhatsApp par exemple, Instagram, voilà. WhatsApp, vous téléchargez l'application et puis vous allez remplir un formulaire toujours. À un moment donné, ça va vous demander de confirmer avec un numéro de téléphone auquel
ce numéro sera associé maintenant à votre identité sur WhatsApp. Et on vous demande même d'avoir un pseudo ou bien un nom sur WhatsApp. Et vous allez remarquer que le nom que vous mettez, c'est ce nom, quand la personne enregistre, c'est ce nom qui apparaît pour la première fois dans le téléphone portable de X ou bien de Y. Alors, si je comprends bien, se créer son identité virtuelle sur les réseaux sociaux voudra dire créer un compte, avoir un compte en son nom ou avec un pseudonyme. C'est bien ça. Tout à fait. D'accord. Alors, si créer un compte voudra dire avoir son identité virtuelle, alors on parle des transactions de données, n'est-ce pas? On laisse des données. Comment sécuriser justement son identité, puisque dans notre vie là, quand on oublie sa carte d'identité, il y a des informations qui permettent aux gens de nous retrouver et tout. Mais sur la toile, comment on arrive à sécuriser son identité? Merci beaucoup, Madame Mepeka. Vous avez posé une très belle question. En réalité, la plupart des gens se connectent juste pour la forme, juste pour le plaisir, sans savoir que se connecter et échanger des informations, vous nourrissez une grosse base de données, d'accord? Vous remplissez la base de données de contacts ou bien d'informations personnelles ou professionnelles. Donc, cela requiert au fait une sécurité. Encore qu'il n'y a aucune sécurité qui n'est garantie à 100%, mais d'ailleurs, le risque zéro n'existe pas. Mais toujours est-il que on doit mettre la sécurité à un niveau acceptable. Alors, quels sont les prérequis qu'on doit faire? Quelles sont les dispositions à prendre lorsque j'ai un nouveau compte que je viens de créer sur les réseaux sociaux? La première des choses, il faut dans un premier temps sécuriser ce compte avec un mot de passe fort. C'est-à-dire que vous devez mettre un mot de passe assez fort. Et quand on dit un mot de passe fort, ce n'est pas un mot de passe simple, non. Ça doit avoir des caractères spéciaux, ça doit avoir des caractères alphanumériques et ça doit avoir également des chiffres. Je m'explique. Quand on dit caractère alphanumérique, c'est-à-dire que dans votre mot de passe, vous devez avoir des lettres et des chiffres. D'accord. Ensuite, quand on dit caractères spéciaux, vous devez avoir arrobase, dièse, point d'exclamation. Cela renforce au fait le niveau de sécurité de votre mot de passe. Si vous mettez juste votre nom, prénom, bien votre numéro de téléphone, bien votre date de naissance, la probabilité est forte que quelqu'un ne connaît même pas le mot de passe, mais peut taper facilement ça et aura accès à vos informations personnelles ou professionnelles. Ensuite, le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les identifications à double facteur. Je prends le cas de votre Gmail. Vous allez remarquer que depuis un certain temps, lorsque vous activez l'identification à double facteur, il y a Google, vous tapez le mot de passe dans Google. Ensuite, Google vous demande maintenant de confirmer ce mot de passe via votre numéro de téléphone. Tout à fait. Et vous allez recevoir un code, d'accord, sur votre téléphone portable pour confirmer que effectivement c'est votre identité. Est-ce que vous voyez? Et cela notifie même parfois le type d'appareil utilisé pour se connecter. Au cas où ce ne serait pas vous, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que ces grands de la technologie, les Google et autres là, associent déjà l'IA, d'accord, à votre compte, de telle sorte que si habituellement vous vous connectez par exemple à Cotonou et subitement vous connectez à Malanville, Google vous pose la question si c'est effectivement vous, à cause d'un certain nombre de choses, des transactions déjà effectuées à un lieu X ou Y. Donc ça devient suspect. Voilà, du coup ça attire l'attention au fait des neurones artificiels associés à ces géants de la technologie qui remarquent la chose. D'accord, donc alors, on parle des mots de passe, autre chose pour sécuriser toujours. Oui, il y a les mots de passe, il y a les identifications à double facteur. Ensuite, ne pas cliquer sur un lien inconnu. Vous ne connaissez pas le lien et puis quand on vous envoie le lien dans votre inbox, ne cliquez pas sur un lien que vous ne connaissez pas ou sur un lien suspect. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il faut être très prudent aux demandes d'amis. C'est pas à tout le monde, mais tous ceux si tu ne connais pas quelqu'un, tu lui envoies juste des demandes d'amis, tous azimuts sur Facebook. Non, il faut faire très attention parce que il y a des gens qui peuvent usurper des identités et vous conduire
à des fins qui ne sont pas très bonnes. D'accord. Donc voilà un peu de façon résumée. Vérifiez aussi les paramètres de confidentialité. C'est très important. Vous allez remarquer que dans WhatsApp, par exemple, vous avez la possibilité de sélectionner ceux qui peuvent voir vos statuts, par exemple, ou bien ceux qui peuvent voir vos profils. C'est des mesures de sécurité quand même pour vous protéger et protéger vos données, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des données, on est à l'ère de contenu, et c'est ce que vous mettez qui peut vous rattraper demain. D'accord. Voilà. Alors, en résumé, puisqu'on parlait de l'identité virtuelle, comment créer son identité virtuelle et surtout comment sécuriser cette identité, on prend le cas des réseaux sociaux. Et pour résumer, par rapport à la sécurisation, il faut noter qu'il faut toujours avoir un mot de passe assez complexe. Voilà, assez complexe. Vous pouvez noter quelque part, soit dans votre mémoire ou soit quelque part, en tout cas, pour vous permettre à chaque fois de pouvoir vous connecter à ce compte là. Mais est-ce que c'est possible de changer le mot de passe, on va dire, selon une période donnée aussi pour essayer de toujours sécuriser son compte? C'est possible? Tout à fait. Okay. Il y a possibilité de changer les mots de passe. Aujourd'hui, il y a même des algorithmes qui permettent aujourd'hui, chaque mois, de changer de mot de passe, même si vous n'êtes pas, vous paramétrez cela de telle sorte que chaque mois... Systématiquement, ça vous envoie une notification. Voilà, ça vous envoie une notification comme quoi il faut que vous changez votre mot de passe. D'accord. Ça fait déjà un mois. D'accord. Alors, on retient également l'identification à double facteur. Voilà. Les liens suspects, ne pas cliquer sur les liens suspects. En tout cas, les liens qui ne mènent à rien, que vous ne comprenez pas, ne cliquez pas tout simplement là-dessus. Vérifiez les paramètres de confidentialité pour essayer en quelque sorte d'identifier qui voit quoi. Voilà, tout simplement. Merci Ansbe Abalo pour ces précisions. Vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Il faut noter qu'il faut éviter les gens, il faut les inviter à se faire former dans les bases en numérique. D'accord. Parce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances en base en numérique va ignorer ce qu'on appelle par exemple caractères spéciaux, alphanumérique. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les raccourcis clavier, il connaît juste 1, 2, 3, ABC. Alors que ça ne le protège pas. Il s'agit de l'individu d'abord. Donc la formation est très importante. D'accord. Merci Ansbe Abalo pour ces précisions donc en ce qui concerne l'identité virtuelle et comment la sécuriser. Bel après-midi à vous. Et à votre suite, on va parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Taragbe Valais Rwansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, je suis un peu grippé. Ça va aller. Alors c'est quoi déjà le corosol? Le corosol, c'est un fruit qui fait partie de la famille des anonacées, ce qu'on appelle Annona muricata. C'est un fruit qui est reconnu aujourd'hui, qui est très adulé parce que ça aurait des vertus anti-cancer, tout ça, ce qui pousse les gens à consommer beaucoup plus les corosols, surtout à cause de son goût également. D'accord. Ouais. Et comment produire un nectar de corosol sur un sol béninois, donc africain? Alors déjà, pour produire le corosol, il faut savoir que c'est une plante qui résiste énormément au stress hydrique. Et donc, si vous n'avez pas de l'eau, si votre site, ne vous stressez pas pour ça, c'est une plante qui résiste énormément au stress hydrique. On va commencer par le type de sol. Le type de sol qui permet de produire le corosol, c'est un sol qui est meuble, et riche, drainant et aéré. Tout type de sol au Bénin, sauf les sols inondables, sauf les sols peu profonds. Alors, et si la régie permet, on va avoir des images tout à l'heure. Bien sûr. Et je vais vous montrer les différentes étapes. On y va donc. On y va? Ok, donc on utilise les semences de corosol. Et ces semences-là, ce que tu entends voir dans l'eau, c'est les pépins qu'on trouve à l'intérieur des fruits de corosol que nous consommons. Et donc ces pépins, il faut les tremper dans de l'eau. Ok? Quand on les trempe dans de l'eau, il faut réaliser la pépinière. Bon, quand on trempe de l'eau, moi je laisse au soleil un peu pour que le soleil puisse causer un choc thermique au niveau de la graine pour stimuler la rapidité de germination. Les sachets de piwata qui traînent dans les villes de Cotonou, on peut les ramasser et mettre du terreau tamisé dedans. Le terreau, c'est la terre qu'on retrouve sur les tas d'immondices, les tas d'ordures. 2 mois après, vous avez ce que j'ai dans ma main là, et puis voilà. Quand j'ai ça, je cherche un sol qui est même riche, drainant et aéré, qui n'est pas inondable.
je vais faire une densité de 400 pieds de corosolier sur 1 hectare. Donc, 400 pieds de corosolier sur 1 hectare, ça veut dire qu'un corosolier va occuper 25 mètres carrés. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, quand il fait 10 000 mètres carrés, divisé par la superficie qu'occupe un corosolier, je connais déjà la superficie, le nombre de plants que j'aurai à l'hectare. Pour planter, il suffit de creuser 40 cm de profondeur et 40 cm de côté. Donc 40 cm tu as vu ça, c'est une illustration de Pékéta que je viens de montrer. 40 cm de profondeur, 40 cm de côté. Et je vais enfouir dans ce trou 20 kg de fumier de vache décomposé. Pourquoi 20 kg de fumier de vache? Parce que le fumier de vache va jouer un premier rôle qui s'appelle le rôle d'hydrorédempteur. Le fumier de vache rédempteur qui veut dire ça va conserver l'eau. D'accord. Yimboumi qu'on appelle fumier de vache ou bien caca de bœuf, si les gens comprennent ça. Quand on apporte de l'eau, ça permet de conserver l'eau. En fait, ça joue le rôle de chiffon. Et ce chiffon-là va libérer progressivement l'eau aux plantes. Premièrement. Secondo, c'est un engrais qui est très riche en phosphore et en potassium. Et vous allez voir, chaque fois que je passe sur le plateau, je ne fais que parler de ça. Parce que quand on parle de fruits, on a besoin de phosphore et de potassium. C'est vrai, au début, on peut utiliser, c'est le trou de 40 cm de profondeur, 40 cm de côté que je suis creusé là. On peut utiliser la fiente de volaille décomposée, mais c'est seulement pour la croissance végétative. D'accord. Dans la fiente de volaille, nous avons un macro-élément qui est l'azote, le N. C'est très présent dans la fiente de volaille. C'est pour ça que la fiente de volaille est conseillée pour les légumes feuilles. Les bomas, les amarantes, toutes les fleurs, les plantes ornementales, c'est pour la croissance. Ou bien le maïs en démarrage, c'est ça qu'il faut donner. Mais quand on a envie d'avoir des fleurs et des fruits, il faut utiliser le fumier de vache. Et donc, quand je fais ça, comme je n'ai pas de l'eau et je ne maîtrise pas l'eau, je vais réaliser, si tu as vu le cercle que je suis de faire tout autour du corosolier, ça, on appelle ça une couronne. Et cette couronne que je suis de réaliser, je vais chercher soit des feuilles mortes de bananier, soit des feuilles mortes de manguier, soit des feuilles de palmier. Je vais pailler. Et puis là, je vais utiliser un arrosoir pour faire le geste magique qui est d'arroser. Et puis, il faut faire ce geste-là pendant la saison des pluies. Et rendez-vous dans 5 ans, 4 ans, 5 ans, j'aurai un corosolier qui va répondre à toutes les exigences et qui va me générer de l'argent. Maintenant, on n'a pas parlé de la partie argent. Allons-y donc. Alors, le corosolier est capable de générer par hectare, si on ne capitalise pas les pertes post-récolte, plus de 20 millions de chiffre d'affaires par hectare par an. Oui, le jus de corosol dans les restaurants de Cotonou, c'est autour de 8 000. Le litre. Et si vous allez dans certains restaurants, vous pouvez trouver jusqu'à 15 000. Les feuilles de corosol peuvent être transformées en thé. Le thé vert de feuilles de corosol est prisé aujourd'hui parce que je ne suis pas médecin, que les médecins me pardonnent. À ce qui paraît, les feuilles de corosol ont des vertus anti-cancer. Et même le fruit qu'on consomme, ça a des vertus anti-cancer. Qui t'a invité maintenant, médecin, pour venir confirmer sur les plateaux que vraiment les feuilles, l'extrait des feuilles ou bien des fruits du corosol peuvent aider à lutter contre la prolifération excessive des cellules du cancer. C'est pour ça d'ailleurs que les clients viennent acheter les corosols. Et tu vas voir que dans les rayons de magasins, des grands magasins de la place, tu as toujours des jus de toutes les plantes. Mais tu n'as pas le jus de corosol. C'est pourquoi? Parce que le corosol coûte excessivement cher. Et ce n'est pas dans la culture des gens. Comme quelque chose coûte cher, il faut que je fasse une plantation professionnelle de ça. Je suis sûr que les téléspectateurs sont en train d'apprendre ça pour la première fois, qu'il faille maintenant planter les corosoliers de façon professionnelle. C'est comme les fruits de la passion. Les gens mangent des fruits de la passion, ils veulent les jus de fruits de la passion, mais personne ne se dit, bon, je prends l'initiative de faire un hectare professionnel de ça. C'est comme le fruit à pain qu'on appelle blé-foutou. Le fruit à pain, c'est un fruit qui peut même servir à faire du pain. Ah bon? Oui, le pain de singe. Et qui n'a pas de gluten. Et tu sais tout ce que le gluten nous fait dans notre organisme, le diabète, l'hypertension, tout ça là. Donc on a des choses qu'il faut valoriser. Tu as déjà vu 10 hectares de arbre à pain quelque part, de blé-foutou quelque part. Tu vas toujours trouver dans les zones humides et tout. Mais il faut que nous-mêmes, nous prenions maintenant notre destin en main. Il faut que les téléspectateurs sachent désormais que tout ce qu'on voit, c'est rare. Mais qui est demandé, c'est une opportunité d'affaires. C'est pas seulement Taragbe qui va venir parler sur le plateau. Tout ce que tu vois dans n'importe quel secteur, que ce soit l'agriculture ou autre domaine, qui est très demandé, mais qui n'est pas disponible. C'est que la demande est plus forte que l'offre. D'accord. Et justement, combien de temps dure la production avant récolte ou
sous consommation? 4 ans à 5 ans. 4 ans à 5 ans. Si vous avez un système d'irrigation goutte à goutte, 3 ans et demi, 4 ans, vous avez vos corosoliers qui commencent à produire. Et attention, le corosolier est une plante qui est très fortement parasitée par un parasite qu'on appelle la cochenille farineuse. Okay. La cochenille farineuse va faire des farines tout autour des fruits de corosol ou bien des taches noirâtres sur les feuilles du corosol. N'ayez pas peur. Il faut utiliser votre vinaigre de cidre, plus le savon noir, plus les feuilles triturées de Nîmes. Savon noir, encore et encore. Ouais, coton. Le savon noir va permettre de fixer. Maintenant, l'utilisateur veut dire, dis-nous maintenant la posologie, si tu me permets. Rapidement. 20 kilos de feuilles de Nîmes qu'on va piler dans un pilon, dans un mortier, pardon. On va prendre 100 grammes de savon noir, coton, qu'on va dissoudre dans l'eau complètement. Ça va disparaître. Et on va prendre, qu'est-ce qu'il y a dit, vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre. 400 millilitres. D'accord. On verse tout ensemble. Si vous voulez que le résultat soit direct, vous laissez l'eau issue des feuilles de Nîmes triturées vous laissez fermenter pendant 3 jours. D'accord. Et vous traitez tous les insectes, ça les fait fuir. Taragbe Valéronso, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait de comment produire un hectare de corosol. Bel après-midi. Merci à vous. Papa. On installe à présent mes invités pour le débat. Les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Ce verset biblique qui certainement se retrouve dans le Coran et bien sûr au sein de nos traditions africaines est donc la source, on va dire, de cette soumission voulue pour la femme. Mais quelles sont ces soumissions en réalité et quelles sont les limites de cette soumission? On en discute ce midi avec mes deux invités. Simplice Dossou, pardon, bonjour. Bonjour madame Rebecca. Vous êtes écrivain, j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. D'accord. En face de vous, Mirabel Moussoukoula, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé le nom, C'est ça. Moussoukoula, j'aime bien. C'est de quelle région du Bénin? C'est Non, Bénin c'est congolais. C'est congolais? Oui, ok, Congo-Brazzaville. d'accord. Vous allez bien? Très vous bien. êtes entrepreneur, donc vous vivez au Bénin, c'est Oui, bien je ça? vis au Bénin. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Monsieur Dossou, la soumission pour vous représente quoi? Merci beaucoup pour la thématique et qui vraiment appelle l'attention et de tous les téléspectateurs et que chaque fois quand nous sommes ici, on devrait prôner les valeurs de l'être humain. Et la soumission, c'est une manière de vie qui permet à la femme, parce que nous parlons dans ce volet, à la femme d'accepter, d'accorder et de tuer son ego en elle pour se laisser emporter par la volonté de son mari. Vous voyez? Donc, c'est un comportement. Vous avez dit se tuer, Tuer son ego. tuer son ego, Détruire sa vie d'ego. Enlever son manteau. enlever son manteau d'ego ok, et se soumettre à la volonté de son mari. D'accord. Et cette volonté est une volonté parfaite D'accord. et non une volonté destructive. D'accord. Vous voyez, donc, brièvement, c'est ce qu'on peut décrire dans la soumission. Merci. Oui, merci. Alors, Madame Moussoukoula, jusqu'où peut aller la soumission d'une femme envers son mari? Merci Madame Rebecca. Je dirais, vous avez commencé d'abord par citer un verset biblique qui explique déjà tout. C'est parce que au commencement, le Seigneur a vu que la femme a un problème de soumission. C'est pour ça que cet ordre a été donné. Et l'homme a un problème d'aimer réellement. Donc, quand on a donné l'ordre, on a dit aime ta femme et à la femme d'être soumise. Alors, si les deux choses se retrouvent ensemble, si chaque personne joue sa partition, je crois que le problème ne se pose pas. Surtout si l'homme arrive à jouer sa partition en ce qui concerne d'aimer réellement sa femme comme Christ a aimé l'Église. La soumission, il n'y a plus de problème pour la soumission. Ça passe librement parce qu'il y a quelque chose avant ça. C'est lorsqu'il y a absence d'amour,
et absence de compréhension où l'homme vient pour braler son ego, pour dire tu dois te soumettre à moi. Quand ça devient comme ça, on tiraille à gauche, à droite, là ça devient un véritable problème. Alors pourquoi vous pensez que la femme au commencement avait un souci de soumission? La femme a un problème de soumission. Vous êtes femme, je suis femme. La femme en elle a un côté un peu de rébellion qui n'aime pas trop qu'on la commande. D'accord. Toute femme naît avec ça. Okay. On dit qu'elles sont de sexe faible, mais on a mis un chef sur la femme, on a mis la femme en bas juste pour lui dire tu es capable de tout faire, tu es capable de donner la vie, mais en dehors de ça, il faut que je mette quelqu'un pour te canaliser. C'est pour ça la femme, la Bible dit qu'elle doit être soumise. Mais dès qu'elle se retrouve dans un foyer où il y a amour, il y a harmonie, la soumission, elle est totalement soumise. D'accord. Monsieur Dossou, j'espère que vous êtes en accord avec ce que Madame Moussoukoula disait. Parfaitement en accord avec ce que Madame disait. Vous voyez, et effectivement, s'il n'y avait pas cet ordre de soumission de la femme d'abord, de façon naturelle, est d'une puissance, et si on ne lui dit pas de se soumettre, il aura du cash. D'accord. Alors justement, quel est le synonyme? Est-ce que la soumission voudrait dire l'infériorité de la femme vis-à-vis de l'homme? Bon, en fait, si on met ça dans le sens d'infériorité, c'est encore sous-estimer la femme. Mais est-ce que justement la femme même ne trouve pas que c'est être inférieur à l'homme que d'être soumise à lui? Non, du tout pas. Du tout pas. Parce que tu sais que ça, c'est une obligation pour moi. Et on sait que oui, en tant qu'être humain, en tant que femme, j'ai l'obligation de me soumettre à mon époux, quelles que soient les conditions. Donc lorsque je suis femme et je suis au foyer, bien sûr, et je sais que j'ai une vision pour mon foyer, et je sais que j'ai ce rôle quotidien à jouer dans le foyer, je dois me soumettre à mon époux. Et n'oublions pas aussi, la soumission rime avec l'amour, comme l'a dit madame. Parce que je sais que oui, ma femme doit se soumettre, je dois aussi tout faire pour témoigner l'amour que j'ai pour elle. L'amour, le respect. L'amour englobe aussi le respect. L'amour et le respect, bien sûr. Quand tu es homme au foyer, tu dois témoigner l'amour que tu as pour ta femme. Et quand l'amour est au rendez-vous, et quand tous les actes qui concourent à la bonne vie, à l'harmonie, tous ces actes sont au rendez-vous, la soumission est directement à l'œuvre. On ne demande même pas à la femme, il faut te soumettre. Non. Elle, on sait qu'elle vit dans la soumission parce que son mari l'aime. Elle sait que son mari a un cœur uni avec elle. Mais lorsque c'est le contraire qui se constate, lorsque c'est le contraire qui est observé, je vois que la femme, quand elle se déchaîne, même le diable s'assoit pour tirer de leçons. Et prendre des notes, comme on le dit. Bien sûr, vous voyez, parce que la femme, vraiment, est une créature exceptionnelle qui détient une puissance extraordinaire. Et lorsque en a cette puissance extraordinaire, elle n'est pas soumise au foyer, ce serait une bombe. D'accord. Oui. Mirabel, est-ce que vous ne pensez pas que la soumission, le type de soumission dépend également du type de relation? Bon, tout à l'heure on a parlé d'amour. Si c'est dans une relation où il n'y a pas d'amour, ça sera difficile qu'il y ait une soumission. Mais il peut y avoir de l'amour au sein d'une relation sans qu'il y ait la soumission de la femme, non? Ou bien? Oui, il y a certaines femmes, comme je dis, qui gardent, c'est-à-dire, elles se disent, je ne me soumets pas. Il y a des choses que je ne ferai pas. Cette femme est déjà calée dans sa tête. Et quand vous rentrez en relation avec une femme comme ça, je peux vous dire que ça ne peut pas aller loin. Parce qu'au finish, vous allez toujours vous séparer. Parce qu'il y a un chef et il y a l'aide qui est à côté. Parce qu'elle n'est pas inférieure. Elle est une aide pour cet homme-là. Donc complémentaire. Exactement. Pour compléter ce homme, pour lui venir en aide. Donc si elle dit qu'elle ne se soumet pas, c'est comme si elle renonçait à cette mission de conduire cette relation à bon port, à un avenir vraiment meilleur. D'accord. Alors, quelles sont justement les attitudes de la femme qui pourraient démontrer tout de suite que cette femme-là, elle n'est pas une femme soumise? Souvent, il y a des femmes, nous sommes des femmes, mais la femme peut cacher beaucoup de choses jusqu'à un niveau donné. Vous voyez, quand une femme poursuit comment je vais dire, elle a une vision dans sa tête, elle sait qu'elle veut se marier à un homme, et peut-être ça lui plaît de se marier à cet homme-là parce que elle voit déjà son avenir et elle sait que ce monsieur a des valeurs. Mais elle ne peut pas respecter cela. Qu'est-ce qu'elle fait pour entrer dans le mariage? Elle essaye de lui montrer qu'elle peut.
Donc, elle est gentille, elle fait tout ce qu'elle veut, mais une fois le but atteint, vous voyez son vrai visage. Ok. Elle change et elle montre qui elle est, parce que ce que tu es, tu ne peux pas le cacher longtemps. Ça finira toujours par sortir. Mais une femme qui est déjà soumise, en fait, ça se passe tout naturellement. Quand tout est réuni dans son environnement, la soumission passe tranquillement. D'accord. Justement, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on met dans la soumission véritablement? Au-delà de l'ego dont vous parlez, qu'est-ce qu'on met dans la soumission? De façon terre à terre. Oui. Lorsque je suis une femme, je suis au foyer. Et j'ai un programme, par exemple, de voyage où je demande à mon époux, je voyage pour tel but. Et ton époux analyse bien. Il voit que ce voyage n'avantage pas le foyer. Dans quel sens? Dans un sens où, quand tu voyages, par exemple, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des déséquilibres dans le foyer. Et ton mari te dit, bon, je proposerais que ça soit reporté. Ah non, parce qu'il est déjà programmé, tu ne peux jamais, tout ça là. Et puis, tu es ferme sur ta décision. Et quel que soit le conseil que ton mari te donne, tu es ferme sur ta décision. C'est des actes qui montrent que toi, tu es une femme insoumise. D'accord. On ne demande pas à la femme, supposons si elle fait quelque chose, bien si elle est dans un emploi, on ne lui demande pas, chaque fois quand tu viens à la maison, il faut s'incliner pour ton mari, il faut s'agenouiller pour faire sympa. La femme peut s'agenouiller pour son mari et ne pas être soumise. Elle peut s'incliner pour ne pas être soumise. D'abord, à travers sa parole, à travers son comportement, on voit que c'est une femme soumise. Tu échanges avec ton mari. Ah, attention, je vais te gifler maintenant. Qui dit ça? La femme qui dit à son mari qu'elle va le gifler. Et quand c'est le mari qui dit ça, la femme doit avoir quelle réaction pour montrer qu'elle est soumise? Voilà, lorsque ton mari, d'abord, si toi tu épouses quelqu'un, bon, je ne dis pas, c'est pas... Non, allez-y. Lorsque la femme épouse un homme, et l'homme lui dit, ah, je vais te gifler, pour se poser la question où on s'est trouvé. Parce qu'on ne peut pas trouver un homme où, avec le temps, il va commencer à me gifler. Je ne suis pas un enfant ou bien je ne suis pas... Bon, dans des parenthèses. Ouais, mais lorsque le mari lui dit que je vais te gifler, et la femme dit, si jamais tu me gifles, tu te tues, elle dit que vous mettez le feu dans le foyer. La femme peut se taire. Et attendre afin que le mari déverse toute sa colère. Et avec un geste très très simple, le mari peut revenir à lui-même. Vous voyez? Mais lorsque le mari commence sa colère, et toi si tu mets encore de l'essence dans le feu, vous allez embraser totalement le foyer, la maison. Vous voyez? Donc quand l'homme dit un, la femme ne peut pas dire deux. D'accord. Garde ton tempérament froid, garde ta tempérance fraîche, et puis tu entends, tu conserves, et puis tu le laisses, et puis tout ce temps passera. Et dans une nuit profonde, tu le réveilles, il va se revenir en lui-même. Vous voyez? Mais quand ce n'est pas le cas, et quand l'homme dit, la femme dit, alors ce n'est pas bien. C'est un acte qui montre que la femme n'est pas vraiment une femme soumise. Ok. Alors quand on va au-delà de la théorie qui est je ne veux pas que tu sortes, ou bien je veux te gifler et que la femme réplique, quand on va au-delà de la théorie et qu'on rentre dans la pratique, où l'homme, au détour d'une discussion, gifle sa femme, quelle devrait être la réaction de la femme pour véritablement montrer qu'elle est soumise? La gifler, à la maison ou en public? À la maison ou en public. Du moment où il a posé l'acte, quelle devrait être la réaction de la femme à l'instant T pour qu'on ne dise pas qu'elle est insoumise? En fait, elle ne devait pas réagir. Même si son mari... Même s'il a giflé, elle a d'autres atouts pour régler ça. Bien sûr. D'accord. Comme Parce quoi, que par exemple? si cet homme n'a pas su montrer l'éducation qu'on lui a donnée, moi, je montrerai l'éducation que j'ai reçue. D'accord. Pour ne pas lui répondre en public, mais je l'attendrai à la maison. Ce acte ne sera pas impuni. Vous allez faire comment? Oh, il y a plusieurs manières pour la femme de régler ce problème. D'accord, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de notre thématique du jour. J'ai envie de savoir, est-ce que la soumission voudrait aussi qu'on remplisse son devoir conjugal? Et ceci, même si vous n'en avez pas envie, même si vous êtes fatigué, est-ce que la soumission voudrait qu'on se taise tout simplement et qu'on accomplisse le devoir? Non, non, non. C'est pas qu'on se taise tout simplement et qu'on accomplisse le devoir conjugal. Quand vous le faites comme ça, vous allez finir frustré et ça risque de créer encore d'autres problèmes dans le foyer. D'accord. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé renverse avec sa propre main. On connaît la pulsion des hommes, comment, quand l'homme a envie, plus que la femme, parce que lui, il a tout le temps envie. Donc, quand il vient et tu es fatigué, on a 1000 manières
tu ne le repousses pas brusquement parce qu'il sera frustré dans son orgueil d'homme et tout. Tu lui expliques tout gentiment pour dire, écoutez, ce soir, je ne suis pas dans ma forme, je ne peux rien donner de bon, mais je te garantis que demain, tu me trouveras dans ma forme totale. On essaie de négocier, tu l'embrasses, tu lui fais des câlins et il va comprendre. Si c'est un homme qui t'aime, il va comprendre. Mais cela ne durera pas longtemps. Ne viens pas créer le même discours demain. C'est la question que j'allais poser. Quelle que soit la condition. Tu fais tout pour être au top le lendemain. Mais justement, quand par exemple vous rentrez tard, vous êtes fatigué, vous étiez en train de dormir déjà avant que monsieur ne rentre et commence pas vous faire des attouchements et tout, c'est à quel moment vous vous réveillez au milieu du sommeil pour dire pardon, je suis fatiguée, demain, s'il te plaît. À quel moment vous êtes si douce au réveil? Puisque je suis déjà dans le sommeil, non? Je ne peux pas me réveiller avec de l'agressivité. Je l'ai dit tout gentiment. Toi, mais tu vois mon état. Aujourd'hui, il ne peut rien y avoir. D'accord. Monsieur Dossou, vous voyez toujours dans le même sens. Dans le même sens. Est-ce que l'homme peut accepter cela comme simplement ça arrive et non, elle est insoumise, ma femme? Non, vous voyez, l'homme n'est pas un lion en réalité pour le foyer. Et lorsque des situations comme ça arrivent, l'amour qu'il a pour sa femme doit lui permettre de la comprendre d'ailleurs. Mais lorsque ça devient répétitif et que chaque fois quand ton mari a besoin de toi, tu avances des arguments, non, je viens de parler avec les clients, je viens de livrer des marchandises, je suis fatigué, tout ça là, et tout le temps tu es fatigué, tu le pousses dehors. C'est pas bien. Et en fait, il faut avoir les manières de pouvoir parler à son mari et de le faire revenir pour que sa psychologie soit stable. Vous voyez? Et lorsque on retouche ou bien lorsqu'on refute le mari, c'est un coup que l'homme prend. Donc, il faut tout faire pour que dans cette situation, la femme se dise en elle comment faire pour que le cœur de mon époux soit stabilisé. Quand le cœur est stabilisé, je pense que la compréhension doit être au rendez-vous. Donc, Mirabel, la soumission de la femme, est-ce la condition nécessaire à la réussite d'un foyer, vous pensez? Oui, je crois. Je crois que c'est même l'idéal même. Parce que si tu refuses la soumission, vaut mieux de rester à la maison. Vaut mieux de rester à la maison parce que nous-mêmes, avec l'éducation qu'on a reçue, nous nous soumettons à nos parents. Aujourd'hui, tu es parti en mariage. On t'a envoyé en mariage. Tu es parti de toi-même et tu as reçu un chef. Il y a un chef qui est là-bas. Donc, tu ne peux pas dire « je ne me soumets pas ». Et la soumission, c'est parce que les gens ont une manière de voir la soumission. Ceux qui n'ont pas été formés, c'est-à-dire pour la vie du couple, pensent que la soumission, c'est d'être un lion, de tabasser ou de dire à la femme « voici ce que tu dois faire, voici ton rôle ». Et tout le monde, même ceux qui ne vont pas à l'église, te citent le verset. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais personne, quand il veut le citer, il cite simplement le côté de la femme. Voilà. Personne ne revient en arrière pour dire « je dois l'aimer ». Est-ce que si tu aimes une femme, tu vas la gronder? Est-ce que si tu aimes une femme, tu seras comme un tyran, un lion? Non, tout se passera dans la douceur. Alors si j'ai de l'amour en retour, je donnerai de la soumission tranquillement. On est en train de parler de la soumission, mais finalement, quelle est la limite de cette soumission, Monsieur Dossou? Oui, concernant cette question, il peut y avoir une limite pour certaines femmes. C'est-à-dire quoi? La femme, de façon naturelle, de par ses yeux, n'aime pas voir certaines choses. Vous êtes au foyer, vous êtes en couple. On peut pas accepter, la femme ne peut pas accepter qu'un jour, que ce mari, que ce monsieur, que son époux ait ce culot d'amener encore une autre femme dans la maison pour la concurrencer. Ça, c'est la limite. Ça, c'est une limite. Il ne faut pas franchir ça. Lorsque tu fais ça à ta femme, tu as montré que d'abord tu ne l'aimes plus. Et quand tu ne l'aimes plus, elle va te montrer aussi qu'elle n'est plus appelée à se soumettre. Et quand c'est comme ça, sois prêt à voir même ton intestin grêle dehors. Certaines femmes le font jusqu'à charcuter leur mari, vous voyez. Donc, ce n'est pas recommandé, surtout ce n'est pas du tout recommandé, c'est pas bon, c'est pas recommandé. Mais il faut que l'homme sache que s'il aura la paix, que ma femme soit une femme soumise au foyer, j'ai une grande responsabilité. Et la grande responsabilité part de l'homme. Lorsque tu poses des actes et qui sont honorifiques, tu ne vas même pas demander à ta femme de te soumettre, elle va se soumettre à toi et à ta famille aussi. Vous voyez? Mais lorsque ce n'est pas le cas, disons à vrai dire, il peut y avoir des limites.
D'accord. peut y avoir des Et parmi ces limites-là, vous avez cité le cas de l'infidélité De de l'homme, l'infidélité quand de l'homme l'homme. amène sa maîtresse dans le lit conjugal. Et à part ça. À part ça, lorsque tu es un homme et que tout le temps, sur les 365 jours, tu mens 300 fois l'année, je crois que c'est exact. Quand la femme entend, elle n'aura plus confiance en son mari. Quand c'est comme ça, l'insoumission peut naître. Vous voyez, parce que ça va se dire, oui, je n'ai plus confiance en toi, je peux te cacher des choses. Et quand déjà il y a ce cœur où on se cache des choses, l'insoumission va naître. Vous voyez. Et lorsque aussi, et comment on appelle, l'homme toujours n'arrive pas à poser des actes pour montrer à sa femme qu'il l'aime, elle peut se poser la question, mais est-ce que celui avec qui je suis me tient toujours à cœur? D'accord. Quand c'est comme ça, je crois qu'il aura vraiment une fuite de fidélité. Mirabel, les limites de la soumission d'une femme au foyer? Les limites, je dirais, parfois l'homme peut te conduire dans des choses qui ne te plaisent pas. D'accord, comme? Comme peut-être il allait signer, je prends un exemple, il allait signer un pacte dans des sectes, dans des maisons, et il veut t'introduire, il veut que tu adhères. Là, tu peux dire non. Ok. Ça, là, je ne peux pas y aller parce que c'est toi. Moi, je refuse. Donc, il y a des cas comme ça où tu peux dire non. Mais si c'est pour le fonctionnement de votre foyer, l'éducation de vos enfants, alors tu te soumets. Mais quand ça sort de votre cadre-là, du cadre-là, de votre contrat même, et que ça, c'était pas dans votre contrat au début, là, tu peux dire non. Parce que tu vois le danger que cela peut te causer à ta famille et même à lui, le mari. D'accord. Au nombre des limites que peut avoir la soumission de la femme, j'ai pas entendu, vous n'avez pas évoqué la question des violences conjugales, ni la question de l'infidélité de l'homme. Est-ce à dire que la femme soumise, c'est cette femme-là qui accepte la violence, qui accepte l'infidélité récurrente de son homme? Non. Vous voyez, n'allons pas. Il faudrait qu'on fasse une honnête compréhension. Et lorsque tu es une femme et que dans le foyer, tu subis chaque fois la violence de ton mari, ça c'est vraiment un fardeau pour cette dernière. On ne peut pas lui dire, bon, il faut se soumettre jusqu'à ce qu'elle soit tuée un jour. Vous voyez? Mais elle peut se soumettre une fois, c'est ça, en passant? Bon, il faut chercher de toutes les manières pour que désormais ce monsieur qui te tape, qui te maltraite et que tu es devenu esclave, qu'une solution soit trouvée. Et s'il faille contacter soit ses parents et son papa, quelqu'un qui aura plus d'influence pour que désormais cet aspect-là soit enlevé, il faut le faire. Mais rester là pour dire oui, on m'a dit d'être soumise et chaque fois on vient, on me tape, chaque fois on vient, on me flagelle, tout ça là, finalement tu vas te retrouver dans le cercueil. Et il va encore trouver d'autres femmes. Vous voyez? Qu'en est-il de l'infidélité? L'infidélité, lorsqu'on dit que, comment on appelle, les hommes sont appelés, ou bien certains disent, je vais dire, que l'homme a ce droit et est légalisé, que ça soit qu'il peut baigner dans la société. Par la société. Je vois que personnellement, c'est une mauvaise conception. D'accord. C'est une mauvaise conception. Lorsque tu aimes ta femme, reste avec elle. Et c'est de ça qui va vous permettre même de vivre dans l'union fraternelle, dans l'union sacrée, je vais dire. Et quand c'est comme ça, et la femme a confiance que oui, mon mari, j'ai confiance en lui. Mon mari, je sais que quelles que soient les conditions, il peut avoir des tentations, il peut avoir de toutes les manières, mais il pourra résister à un niveau donné. La soumission, c'est direct. Vous voyez? Donc, quand l'infidélité est là, on avait débattu sur tout ça là. Quand l'infidélité arrive une fois, cherchez à comprendre les causes. Vous voyez? Mais si tel n'est pas le cas et que tous les jours il devient infidèle, faut pas se dire, bon, à propos de ça, bon, je vais partir. C'est à toi de prendre la décision. Si la femme voit que oui, mon mari, il baigne dans l'infidélité, à cause de ça, je peux partir, elle est libre. Entre parenthèses, quand l'infidélité de la femme arrive, on cherche aussi les causes. Voilà. C'était juste une parenthèse. Mirabel, on dit non, dehors, dans la maison, il faut être infidèle. Alors que toi, homme, tu es vraiment hyper en ça, c'est pas bien. Ça, Mirabel. C'est de l'injustice. Mirabel, violence comme infidélité, est-ce des limites à ne pas franchir quand on parle de la soumission? Quand on parle de la soumission, tout à l'heure on a parlé d'aimer. Tu ne peux pas flageller ou frapper une femme
que tu dis aimer. Donc, quand on arrive déjà à ces extrémités où on commence à frapper la femme, de toutes les façons, les femmes frappées ne réagissent pas d'abord, ne se plaignent pas d'abord au premier toucher. Elles essayent de comprendre, de gérer. Déjà, même elles cachent. Mais quand ça continue, tout le temps on ne fait que la frapper, là, elle va chercher de l'aide. Et moi, je ne peux pas demander à une femme qu'on frappe de continuer dans la soumission parce que c'est de sa vie qu'il s'agit. Parce que celui-là qui est en train de frapper a un véritable problème, qu'il faut le prendre en charge et régler son problème. Donc, en attendant qu'on le prenne en charge, qu'on règle son problème, il faut que je trouve un abri quelque part pour vivre pour moi et pour mes enfants. J'ai besoin d'accomplir des choses. D'accord. Donc finalement, oui ou non, la soumission de la femme a des limites. Oui, a des limites. La soumission de la femme a des limites. Pas se dire que oui, je peux me soumettre et puis on t'égorge. Jamais. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. La soumission n'est pas synonyme d'esclavagisme. Le respect doit être forcément mutuel. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.